Ravi, nous le sommes de vous retrouver à travers cette grande session d'information sur Social Télévision. Bienvenue, mesdames, messieurs. Tout de suite, le squelette de votre journal. 478 cas suspects et indécents enregistrés, c'est ce que l'on peut retenir du briefing organisé par le ministère de la Santé autour du virus Mpox à sa 46e semaine. Et puis, célébration de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, un produit qui a augmenté les chances de survie. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Social Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le dimanche 17 novembre 2024 l'usine minière de Kipushi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, abandonnée il y a 30 ans. Cette usine a une capacité de production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc. Alain Kachala nous en parle dans cet élément. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a relancé la production du zinc à la mine de Kipushi Corporation, Kiko en sigle, située à 30 km de Lubumbashi. À l'arrêt depuis 1993, Kiko, qui est la mine de zinc à la teneur la plus élevée au monde, soit 36% des teneurs en moyenne, découle d'une jointe venture entre la Gécamine 38% de part et Ivanoé Mines 62% de part. Avec une production mensuelle de 45 000 tonnes de zinc, la mine de Kiko réalise une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter sa production d'ici au premier trimestre 2025. Dans 12 ans, l'État congolais deviendra actionnaire majoritaire de la mine de Kiko avec des parts de 80% contre 32% actuellement. La mine de Kiko avait été créée en 1924 par le pouvoir colonial belge. Autrefois propriété de l'Union minière du Katanga, c'est depuis 1966 qu'elle est passée sous administration de la Gécamine. Restons toujours dans cette partie du pays pour dire que la situation sécuritaire a été passée au peigne fin ce lundi 18 novembre 2024 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La situation est relativement calme, comme nous le relate ici Lydia Kandolo dans cet élément. La situation sécuritaire dans le Grand Katanga est plutôt calme, hormis quelques petits soucis de recadrage dont les opérations, rassure Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, après avoir participé au Conseil de sécurité présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernorat au Katanga. Cette réunion hautement stratégique qui a réuni toutes les structures et services impliqués à la sécurité et la défense du Grand Katanga de Mombré a été un moment de partage et d'échange d'informations qui a permis au commandant suprême de forces armées de donner de nouvelles lignes de conduite et quelques instructions pour la sécurité et la défense dans cette partie de la République. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga, et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Changeons de registre cette fois-ci pour dire qu'entre révision et changement de la Constitution, l'opposition congolaise semble tomber dans une contradiction absolue. Notre rédaction s'est attardée à la réaction de l'opposant Délice Sanga Ipung Djakasinge s'opposant à la révision de la Constitution. Pourtant, durant la campagne présidentielle de décembre 2023, le président national
du parti politique Envol, candidat à la présidence de la République, avait promis de revoir les dispositions constitutionnelles une fois au pouvoir. Alain Kachala, pour plus de détails. Parmi les dispositions qui fâchent et qui poussent le régime en place à réviser coûte que coûte la Constitution figure l'article 217. Cet énoncé, repris dans les constitutions de plusieurs États africains, est perçu au sein de l'UDPS, parti au pouvoir, comme un élément déclencheur de la balkanisation. Devant les Congolais, samedi 16 novembre à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où il séjourne, Félix Tshisekedi a réitéré son discours tenu en octobre dernier à Kisangani sur sa décision sans appel de retoucher la loi fondamentale. Vous avez vu dans cette constitution, à l'article 217, on veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Du côté de l'opposition congolaise, les choses ne sont pas perçues de la même manière. L'opposant Deli Sesanga n'a pas tardé à critiquer l'interprétation du chef de l'État sur l'article 217 de la Constitution du 18 février 2006. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. Deli Sesanga s'oppose aujourd'hui à la révision de la Constitution alors qu'il avait lui-même promis quelques ajustements de la loi fondamentale une fois qu'il accède à la magistrature suprême. Candidat à la présidentielle de 2023, Deli Sesanga avait déjà étalé ses intentions de restructurer la Constitution actuelle de la RDC. Pour Martin Fayulu, Félix Tshisekedi est dans l'overdose de l'extension de son pouvoir. L'opposition congolaise ne se laissera pas piétiner. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous et avec vous, nous allons lui barrer la route. Qu'il sache et, comme on dit en français, à bon entendeur, salut. La première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka séjourne à Ottawa, c'est au Canada, pour participer au forum Africa Accelerating 2024 qu'organise la Chambre de commerce Canada-Afrique avec le soutien du gouvernement canadien. Et profitant de son séjour, elle a rencontré la diaspora congolaise pour un entretien à bâton rompu. Suivant cet élément rendu par Alain Kachala, un papier de Julia Pandi. Face à la communauté congolaise réunie au Canada, la première ministre a apporté des réponses sur les efforts que son gouvernement fournit depuis son entrée en fonction. Parlant de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans la partie orientale à cause de ses nombreuses richesses, Judith Suminwa a invité les Congolais à défendre le pays où qu'ils se trouvent. Judith Suminwa a demandé aux Congolais de plébisciter une image positive de la RDC à l'étranger. Profitant de l'occasion, la première ministre de la RDC a lancé un appel à l'unité et à l'abandon de tout clivage, car en dépit de la diversité d'ethnies, la RDC ne forme qu'une seule nation. De la crise dans l'est du pays au social du Congolais, en passant par les investissements et le développement du pays, la première ministre a assuré que son gouvernement ne ménageait aucun effort pour obtenir des résultats plausibles. Pour sa part, la diaspora congolaise du Canada a exprimé à la première ministre son désir de voir certaines dispositions de la Constitution être modifiées. Elle en appelle entre autres au vote d'une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses.
n'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Les lampions de l'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs se sont éteints le week-end dernier à l'immeuble de la territoriale, une session qui prépare la conférence des gouverneurs qui va se tenir du 27 au 29 novembre prochain à Tanganyika. Lydia Kandolo nous en parle. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, son directeur de cabinet, Jean Baelangila, a clôturé l'atelier d'évaluation des recommandations de la 10e session de la conférence des gouverneurs le samedi 16 novembre 2024 dans la salle Virunga à l'immeuble du territorial à Kinshasa. Au bout de 3 jours de travail, l'absence des ressources suffisantes a été notée comme l'une des raisons du faible taux d'exécution des recommandations de la dite conférence. Pour parvenir à cette conclusion, les experts provinciaux et nationaux ont confronté les résultats de la mise en œuvre au niveau national avec des données fournies par les délégués de province. Les participants ont par ailleurs souligné la nécessité d'organiser la conférence des gouverneurs 2 fois l'année, l'une avant la session budgétaire et l'autre après l'adoption de la loi des finances, question d'insérer les desiderata des provinces dans le budget. Cette évaluation du taux d'exécution a porté sur 79 recommandations réparties en 3 commissions, à savoir politique, administrative et sécuritaire, juridique et culturelle. D'une part, reconstruction et infrastructure d'autre part, ainsi que socio-économique et financière. Après évaluation, l'absence de ressources suffisantes a été notée comme l'une des raisons du faible pourcentage des taux d'exécution des recommandations de la dite conférence. J'ai relevé qu'au cours de la 10e session de la conférence des gouverneurs de province tenue du 15 au 16 novembre 2023 ici à Kinshasa, 3 commissions ont travaillé d'arrache-pied et ont formulé 79 recommandations, comme l'a si bien dit le secrétaire permanent. Et ces recommandations ont été réparties à 3 commissions. Le secrétaire permanent l'a dit et le niveau d'exécution, il a aussi relevé dans son mot tout à l'heure. Il s'est fait que la plupart de ces recommandations n'ont pas été exécutées faute de ressources. J'ose croire que le travail abattu pendant ces 4 jours va donner la vraie image de terrain en termes de pourcentage que vous avez présenté. À l'issue de cet atelier, les participants attendent baliser les schémas pour la 11e session des conférences des gouverneurs prévues du 27 au 29 novembre 2024 sous les thèmes « Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire », facteur clé de la réussite du programme du développement local des 145 territoires. Nous l'avons dit dans les titres, le rapport hebdomadaire de la lutte contre le virus Mpox à la 46e semaine se présente comme suit. 478 cas suspects, 1 décès parmi les cas suspects et il se dégage une prédominance des cas notifiés dans les directions provinciales de la santé dans la province du Sud Kivu, Nord Kivu et Tchouapa. Tout ceci ressort du briefing organisé par le ministère de la Santé. Titi Bakamba. Durant la 46e semaine, la complétude des rapports journaliers par province est de 82%, 64 sur 78 rapports journaliers attendus. Suite à la collecte journalière des données, les cas suspects sont de 478 pour la 46e semaine contre 834 à la 45e semaine. Les cas confirmés sont de 56 contre 81 à la 45e semaine avec 1 décès parmi les cas suspects et une létalité hebdomadaire pour les cas suspects de 0,21%. Au cours de la 46e semaine, on note une prédominance des cas notifiés dans le Sud Kivu, Nord Kivu et Tchouapa qui ont ensemble enregistré environ 70% des cas suspects de la semaine en cours.
Aujourd'hui, les points saillants, c'était d'abord, premièrement, cette réunion tenue par le secrétaire général au niveau du GOUSP, avec toutes les provinces pour les instruire sur leur alignement quant à la réponse. Deuxièmement, de façon générale, la situation épidémiologique a tendance à aller légèrement vers la baisse quand on considère les 2 semaines épidémiologiques, la semaine 46 et la semaine 45. Mais les efforts doivent être redoublés pour que nous puissions maintenir cette tendance et avoir davantage de résultats. Autre point saillant qui a été présenté aujourd'hui, c'est le déploiement des équipes multisectorielles, multidisciplinaires à Kinshasa, qui continue de façon à ce que nous puissions étouffer l'épidémie de Kinshasa et avoir de bons résultats. Notons comme point saillant la poursuite de la vaccination dans la zone de santé de Kokolo, la révision du plan de vaccination selon la nouvelle stratégie de vaccination en cours, les briefings des prestataires de Kinshasa, les préparatifs du second passage de vaccination dans les zones de santé du premier bloc et la réception de 100 000 doses de vaccins en provenance de l'Allemagne. Et puis le monde entier célèbre la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques. Depuis la découverte du premier antibiotique en 1928, il a permis d'augmenter les chances de survie de 10 à 90% en cas de pneumonie ou infection du sang. Sa dispensation doit se faire sur ordonnance médicale pour éviter la résistance de la maladie, comme nous le disent ici Titi Bakamba et Héritier Toubilandou. La journée d'information sur les antibiotiques célébrée le 18 novembre de chaque année demeure une opportunité pour sensibiliser tant sur l'apport des antibiotiques que sur les méfaits. Au rang des apports, les antibiotiques ont révolutionné la santé il y a bientôt un siècle. L'Organisation mondiale de la santé surveille 34,8 milliards de doses d'antibiotiques chaque année et la consommation mondiale d'antibiotiques en médecine humaine a augmenté de 48% vite. Merci beaucoup. C'est effectivement l'un des plus grands problèmes dans le secteur de la pharmacie, la gestion des antibiotiques. Les antibiotiques, ça fait partie des problèmes qui nous créent les plus de problèmes, parmi les médicaments qui nous créent les plus de problèmes possibles. D'abord, quand on parle antibiotiques, tout pharmacien voit directement ce qu'on appelle la RAM, la résistance aux antimicrobiens. Donc, le principal problème aujourd'hui, si les gens ne guérissent pas, si on n'arrive pas à maîtriser beaucoup de maladies aujourd'hui à base de microbes, n'est-ce pas? C'est parce que la population utilise mal ces précieux produits qu'on appelle les antibiotiques. Nous pensons humblement que si les gouvernements africains du monde s'arrangent, font en sorte que les antibiotiques ne soient vendus que sur ordonnance, ça sera déjà la résolution d'une grande partie du problème, de ce problème lié à la résistance. Celui qui veut utiliser rationnellement le médicament, il consulte un médecin et le médecin va lui prodiguer des bons conseils. S'il passe à la pharmacie, il rencontre un pharmacien, le pharmacien ne manquera pas à l'orienter vers un bon chemin ou à lui donner ce qu'il peut en fonction de ce qu'il maîtrise, ce qu'il a comme connaissance sur le médicament. Le premier antibiotique, la pénicilline, a été découverte en 1928 par Alexander Fleming, puis commercialisée à partir de 1942. La pénicilline permit d'augmenter les chances de survie de 10 à 90% en cas de pneumonie ou infection du sang. En sport, mesdames, messieurs, la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 pour le compte du groupe H va se jouer le mardi 19 novembre 2024 au Stade des Martyrs, match qui opposa la République démocratique du Congo face à l'Éthiopie. Déjà qualifiée, comme vous le savez, pour la phase finale, la République démocratique du Congo veut finir en beauté ses éliminatoires avec une victoire à domicile. Et Sébastien Desabre, sélectionneur manager des Léopards, en conférence de presse d'avant-match ce lundi 18 novembre 2024, rassure tourner l'équipe à 90% après la défaite face à la Guinée sur le score d'1-0. Suivons Sébastien Desabre dans cet élément. L'Éthiopie, c'est une bonne équipe de foot. C'est vrai qu'elle ne fait pas beaucoup de résultats, mais c'est une équipe qui nous a posé des problèmes au match aller. Nous,
Je n'ai pas vu de score très ample sur ces qualifications. Maintenant, on doit être capable, à domicile, de continuer notre bonne série à domicile parce que on a déjà dans la tête nos qualifs de Coupe du Monde du mois de mars où on va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie. Et donc, nous, on veut garder voilà, cette logique à domicile. Après, on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Donc l'inconnu demain, ça sera de voir collectivement comment on va se comporter avec autant de changements et puis individuellement aussi de voir si certains joueurs vont avoir la capacité de rester dans ce groupe pour le mois de mars, que je vous rappelle que hormis les 25 joueurs qui sont présents actuellement, nous avons quand même des absents sur blessure, comme Mouissa, comme Touazembe, comme Kaputa, d'autres joueurs qui sont susceptibles d'être là en mois de mars. Donc c'est pour ça que je vous disais, les joueurs qui auront la chance de débuter demain, ils savent l'enjeu pour eux. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils aient une ultra-motivation qui nous porte vers la victoire. C'en est fini pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Sinon, une seule recommandation, abonnez-vous à nos pages et vous ne serez jamais déçus. Très bonne suite de programme sur Social Télévision. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Ciao.